Alors, est-ce que vous connaissez le doc déjà? Le doc, c'est un droit tardé, c'est un peu le droit tardé originel. Vous avez vu sa tenue, en fait, il essaie vraiment d'incarner ce qu'on aurait rêvé si on avait voulu parler à un droit tardé, quoi. Hop, allez, on part. Donc là, c'est au crayon, et puis c'est une interview, c'est pas les débats du crayon, c'est interview, donc le doc sans tabou. Est-ce difficile d'être de droite? Je ne me revendique pas comme étant d'extrême droite. Après que des gens me placent comme étant d'extrême droite, j'en ai rien à foutre. Je pense que Louis Boyard ne voudrait pas être mon ami, par exemple. Mais moi, je suis pour une liberté d'expression totale. N'importe qui ne va pas penser comme toi va être d'extrême droite, va être un facho. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle interview. On a aujourd'hui la chance de recevoir le Doc Baron. Salut le Doc. Salut, ça va? Ça fait très plaisir de te recevoir. Ouais. On a eu un débat. Lui, c'est un bourge mental, mais même les présentateurs, je les avais jamais vus. Sixtine et Valorant, c'est aussi des bourges mentaux. Avorté il y a moins d'un an et finalement on est du coup ravis de pouvoir te recevoir parce que t'es pas parisien. Ça s'entend aussi. Ils vont le comprendre, je pense. J'ai envie de commencer tout de suite avec une question qui est un peu en ligne de fond de beaucoup de choses qui se passent en ce moment. C'est la question de la droite, de sa réunification potentielle qui de toute façon n'a pas eu lieu en 2022 pendant les présidentielles. Jean-Scott Pierre qui commente le costume trop petit à côté de l'étagère Ikea, mais c'est un peu ça, enfin c'est un peu ridicule quoi. Tu peux t'habiller normalement, t'es pas obligé de mettre un costume un poil trop petit qui te moule les biceps là pour faire genre. T'es un peu une des personnalités qui est un peu au milieu de ce qu'on va appeler la droite ou l'extrême droite. C'est quoi aujourd'hui la frontière entre la droite et l'extrême droite et c'est quoi même la droite aujourd'hui? Alors vaste question et je pense que ma réponse ne va pas vraiment vous convenir. En gros, aujourd'hui, ce qu'on appelle extrême droite, qu'est-ce que c'est vulgairement, selon la plupart des Français et des médias? C'est le Rassemblement national et c'est Reconquête, en gros. Déjà, la disposition même de l'Assemblée par le biais de l'hémicycle, on te positionne à l'extrême droite. C'est comme ça. D'ailleurs, le clivage, originellement, même s'il y avait des différences de doctrine, le clivage, il se trouve aussi matérialisé dans l'Assemblée. On met ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. Bon, déjà là il inverse le truc, c'est pas que le clivage, c'est pas qu'on a mis à droite de l'Assemblée les gens qui étaient à droite, c'est que le clivage en fait vient de là, c'est des mecs qui étaient à droite, il y avait ceux qui étaient pour garder le roi et ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour ils étaient à droite, ceux qui étaient contre ils étaient à gauche, et puis du coup ça a donné dans l'histoire le terme droite et gauche, mais on n'a pas mis à gauche ceux qui étaient déjà de gauche. Si on remonte le temps et qu'on analyse en gros les origines de l'extrême droite, c'est quoi? Alors certains vont te dire c'est le boulangisme, d'autres l'Action française de Maurras. L'Action française de Maurras, c'est le royalisme et en parallèle c'est l'anti-parlementarisme. Donc ça veut dire qu'on met l'Action française de Maurras à l'extrême droite au même titre que le Front National, au Rassemblement National. Sauf que le Rassemblement National n'est ni royaliste, ni anti-parlementariste, puisqu'ils ont des députés, ils participent à la vie démocratique du pays. Donc Comme ils ont une vision métaphysique des choses, les droitards, en fait, ils comprennent rien à l'histoire, et ils comprennent pas qu'on peut être à un moment donné de l'histoire à l'extrême droite, et que ce soit moins le cas à un autre moment de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que, évidemment que Maurras et tout, c'est l'extrême droite il y a 100 ans, mais Maurras et tout, ça n'existe plus aujourd'hui, l'Action française, c'est 800 mecs qui font un cosplay de l'histoire de France, et ils représentent aucune puissance politique. Et... aujourd'hui, si on prend Marine Le Pen, évidemment, elle n'a pas les mêmes discours qu'un mec qui était en 1840. Enfin, c'est évident. La question, c'est quels sont les critères? Alors, Michel Vinocq, qui est assez orienté, te dira que c'est, par exemple, l'intérêt pour la frontière et pour la question de l'immigration. D'ailleurs, quand l'inconscient collectif pense à extrême droite, il va te dire que c'est des considérations en lien avec l'immigration. Ou l'identité. Tu prends un auteur comme Régis Debray, un homme de gauche, il a lutté avec Che Guevara, il a écrit un essai qui s'appelle L'éloge des frontières. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Régis Debray, il est d'extrême droite? Je ne pense pas qu'il apprécie le qualificatif, tu vois. Il y a quelques jours, il y a Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, homme orienté à gauche. Du Parti Socialiste. Voilà, du Parti Socialiste, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui a lâché une bombe, il me semble que c'est dans Le Point, par rapport à la question de l'immigration et de l'océan Viking, etc., en disant des propos qui auraient pu paraître à certains proches à l'extrême droite. Il y a des militants aujourd'hui de la Grande Déraison qui vont te dire que Emmanuel Macron ou Jean-Michel Blanquer, c'est l'extrême droite. Donc il y a un problème de sémantique, il y a un problème de définition.
À quand on est vraiment dans l'extrême droite, à partir de quels critères, tout ça c'est flou. C'est flou parce que ça varie en fait. Et parce que c'est relatif. On est de droite relativement à quelqu'un de gauche, on est de gauche relativement à quelqu'un de droite. Évidemment qu'un type qui est un ultra-gauchiste, il va trouver que Macron c'est de l'extrême droite par rapport à lui. Et puis Macron c'est un mec d'extrême gauche par rapport à Adolf Hitler. Enfin, c'est vachement relatif tout ça. C'est le problème qu'il a, c'est qu'en fait il n'arrive pas à se sortir de la métaphysique et de l'aspect très cadré, très abstrait des choses en fait. En fait, il nie le réel, notre ami le doc. Pour moi, l'extrême droite, c'est devenu une sorte de fourre-tout. Parce qu'on est dans une époque où il y a deux écueils. Déjà, c'est dans un premier temps le besoin de désigner l'ennemi politique. C'est la doctrine de l'ami et de l'ennemi politique de Carl Schmitt. Donc on a besoin de le désigner. Tu fais partie des libéraux, tu es un conservateur, tu es d'extrême droite, peu importe, mais il faut te trouver un qualificatif. Je suis le premier à tomber dans le piège, en utilisant parfois l'expression extrême gauche ou même wokisme, parce qu'en réalité, le wokisme, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a des tas de branches à l'intérieur, donc en fait, c'est un millefeuille. Et le terme est refusé par les gens que toi tu qualifies de woke. Voilà, et d'ailleurs, l'extrême droite refuse son qualificatif d'extrême droite. Donc en réalité, tout dépend du curseur où tu te situes. Si tu es... Mais il dit que les gens d'extrême gauche refusent le terme d'extrême gauche, les gens d'extrême droite refusent le terme d'extrême droite, c'est faux. Enfin, il y a des gens qui assument au moins. Et c'est ce qu'on peut au moins... on peut au moins leur donner ça, tu vois, quand t'as un gars comme... je trouve que Conversano, il est clair dans ce qu'il veut. Il est pas là à dire non, mais moi je suis pas raciste, mais moi je suis comme la gauche de 1880, je sais pas quoi. Non, il dit oui, bon bah moi... Voilà, moi je pense que la race c'est un clivage un peu absolu, et puis que un noir et un blanc c'est pas pareil, et que ça doit rester comme ça, quoi. Et un mec de gauche c'est pareil, enfin, moi quand on me demande, je suis pas là à dire non, mais non, c'est pas vraiment la gauche, mais il y a un petit peu de social et tout, et puis tu sais, Jaurès et tout, enfin non, tu peux dire ce que t'es, quoi. Un homme qui te revendique à gauche, et si tu te revendiques comme appartenant à certaines branches du wokisme, forcément que ta tolérance à l'extrême droite, elle va être très faible. N'importe qui ne va pas penser comme toi va être d'extrême droite, va être un facho, etc. Donc, pour moi, c'est très difficile de vous donner une définition de ça, parce que en réalité, c'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom. Toi, que certaines personnes, notamment à gauche, pourraient qualifier en regardant ton contenu d'extrême droite, est-ce que toi, tu te considères d'extrême droite ? Moi, je me considère comme un conservateur. C'est-à-dire que moi, je me sens proche d'auteurs comme Edmund Burke, ou même Roger Scruton, donc on aura l'occasion d'en parler dans l'émission. Donc je ne me revendique pas comme étant d'extrême droite. Après que des gens me placent comme étant d'extrême droite, j'en ai rien à foutre, hein, je te le dis sincèrement. Hein. Non, mais on va parler crûment. Hein. Parce que dans tous les cas, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, la logique de l'ami et de l'ennemi politique. On a besoin de te placer sur l'échiquier, place-moi. Et puis voilà, tout ce qui compte, c'est que toi, tu aies ta ligne, que tu essayes de la respecter au mieux, que tu sois cohérent avec tes idées. Après, moi, aujourd'hui, je ne me reconnais ni dans le Rassemblement national, ni dans Reconquête. Donc, si on voulait me placer sur l'échiquier politique aujourd'hui de ce qui est appelé l'extrême droite, ben, en termes de parti, je ne me reconnais pas dans les deux. Tu te reconnais ou pas chez les Républicains alors ? Alors là, encore moins. Encore moins, non. C'est des gauchistes pour les Républicains. Tu vois, l'un des autres problèmes... Mais pourquoi il n'arrive pas à dire les termes ? Putain, il peut dire où il est quand même, c'est pas compliqué, il y a plein de nuances que tu peux faire. Tu peux dire, ouais, ben moi je suis plutôt de droite, mais sur la question de la sécurité, je suis quand même très à droite. Il pourrait dire ça, ou l'immigration, ou je sais pas quoi, mais non, c'est moi, je sais pas trop, faut peut-être pas trop dire. Si, tu peux le dire quand même. C'est aussi la question de l'Europe. On dit souvent, et Michel Vinocq est le premier à le dire, l'extrême droite, c'est la préférence nationale, c'est le nationalisme, etc. Or, pour être nationaliste, il faut être aussi souverainiste. Et le problème, c'est que nos intérêts sont aujourd'hui alignés sur Bruxelles et les intérêts de Bruxelles sur Washington. Donc, tous les partis de droite ou d'extrême droite aujourd'hui en France sont pro-européens. Donc, pour être nationaliste, il faut être souverainiste ? Pas forcément. Pas forcément. La souveraineté nationale et être nationaliste, c'est pas forcément la même chose. Sinon, il n'y aurait pas de mots pour le dire. Même toi, tu es plutôt pro-européen ? Ah non, absolument pas. Moi, l'Union européenne, enfin après... On aura l'occasion d'en parler. Ça dépend sur quel sujet. Il n'y a pas de mauvaises idées, mais je trouve qu'il y a un objectif d'infantilisation dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, pourquoi saluer, et tu l'as fait, mais tu n'es pas le seul, mais avoir salué la victoire de Giorgia Meloni, par exemple ? Ah, je ne l'ai pas salué.
Ok, Je ne vais pas saluer ok. parce que Mais pour le coup, beaucoup de gens que tu ouais. vois, toi, dans tes émissions et tout, l'ont salué. Ouais. Ben, et moi, aurait j'ai- souhaité ça d'ailleurs pour la France. ouais, également. ben moi j'ai un avis beaucoup plus critique sur Giorgia Meloni parce que pour moi c'est une sorte de candidat, c'est un homme de paille, enfin une femme de paille plutôt, dans la mesure où en réalité, rien qu'avec l'affaire de l'Océan Viking, elle a certes refusé le bateau, mais en fait la France lui a fait un sale coup puisqu'en gros la France devait récupérer 3000 migrants en échange et en fait la France va lui laisser les 3000 migrants. Donc en réalité elle perd au change. C'est une victoire certes symbolique parce qu'elle a dit on ne veut pas le bateau, mais dans les faits, les Italiens sont les perdants. Si on analyse vraiment les problèmes D'accord, donc il n'aime pas Giorgia Meloni parce qu'elle est pas assez sur l'immigration, quoi. Ok. beaucoup plus loin, et elle est pro-Union européenne, elle est pro-OTAN, donc candidate d'extrême droite, néo-fasciste, bon, on repassera quoi. Hein. Non, mais parce que tu vois, sur toute cette considération droite, extrême droite, au crayon, de toute façon, on ne reproche jamais à qui que ce soit ses fréquentations. Mais quelqu'un comme Papacito, par exemple, ou Baptiste Marchais, qui sont des gens avec qui tu as régulièrement fait des émissions, sont des gens qu'il est difficile de considérer autrement qu'à l'extrême droite, pour le coup. Et pour, d'ailleurs, qui que ce soit, on va dire, de l'arc politique français. Toi, tu les considères d'extrême droite ou pas, et c'est même pas la question que je vais te poser, mais comment toi, tu te vois par rapport à leur ligne qui, pour le coup, Papacito, même si jamais c'est des choses, on va dire, parfois très second degré, il y a des propos qui sont extrêmement anti-républicains, parfois royalistes, et surtout très politiquement incorrects, et pas dans le sens homme de paille du terme, dans le sens pur et dur du terme, c'est des propos anti-républicains. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça ? Alors moi, Ah, il est bon ce Valorant, il dit les termes, il dit bon, t'es pas obligé de te définir comme étant d'extrême droite parce que t'es en sueur, mais par rapport à Papacito et Ban et Cigare qui sont. Papacito, on se souvient de quand il disait que au final. Le fascisme en Espagne, bah, c'était pas si mal, ça avait fait du bien, machin. Et puis, Ban et Cigare, on se souvient aussi de son passé en tant que Baptiste Deodati, là, qui était sympathique, un peu crâne rasé. Donc, par rapport à ces mecs-là, comment tu te considères ? ils le savent, c'est-à-dire qu'à la fois Hugo comme Baptiste, je ne suis pas à 100% sur leur ligne. On a fait une vidéo il y a peu. Il fait prout, bon, putain on n'a pas le temps vraiment de discuter de politique, vraiment de fond. On a parlé surtout de l'échec de Zemmour et de ce type de considérations. Mais si on était allé beaucoup plus loin, je pense que la plupart de ceux qui auraient regardé cette vidéo auraient vu qu'on n'était pas exactement sur la même ligne. Par exemple, sur la question de l'avortement, sur ce type de problématique assez large et complexe, on n'a pas du tout les mêmes avis. Baptiste est plus sur une branche identitaire, c'est pas spécialement mon cas, etc. Donc, c'est assez... Après, il y a quand même des différences à faire au niveau de l'avortement entre Ban, Baptiste et Cigare. Ban, Baptiste et Cigare, ils pensent pas pareil. Cigare, c'est un peu le Texan décérébré. Lui, il est anti-avortement, alors que Ban, par contre, c'est plutôt un mec qui est droit dans ses baskets. Il dit bon bah s'il y a besoin et tout, je peux comprendre quoi. C'est assez complexe par rapport à tout ça. Moi, après, ça ne me gêne pas, si tu veux, d'être placé proche d'eux parce que ce sont des amis. Ce sont des amis et moi, je fais la différence entre les amis et le monde politique. Ce qui est triste, moi, de mon point de vue, c'est que, par exemple, pour le cas d'Hugo, on va souvent le pointer du doigt pour des propos, par exemple, anti-républicains ou royalistes, etc. Déjà, on a le droit en France d'être, si on veut être anti-républicain ou royaliste, on devrait avoir le droit. Parce que ça, c'est aussi ma spécificité, c'est que je suis pour une liberté d'expression totale et entière. À l'américaine. Oui, totalement. C'est-à-dire sans aucune restriction. Donc, si on n'est pas d'accord, on se le dit directement. Mais par exemple, Papacito, là, il y a quelque temps, il a réussi à lever 250 000, 300 000 euros pour un ami paysan qui était dans une situation extrêmement compliquée. Personne n'en parle. La plupart des médias traditionnels n'en parlent pas. Parce que c'est Papacito. Pourtant, il a changé la vie de cet homme-là d'une manière positive. Et il a démontré quand même par A plus B que dans cette histoire, il y avait quand même des grosses irrégularités, voire peut-être même, j'utilise le conditionnel, de la corruption. Donc, ça, c'est pas avancé. C'est pas mis en avant. On va sortir que la petite phrase choc qu'il a pu dire, etc. Et après, pour comprendre Papacito, il faut comprendre aussi que c'est un homme du Sud. On a un côté sanguin, on a un côté excessif, et c'est ce qui fait la beauté du personnage, en quelque sorte. Mais forcément, la personnalité de Papacito, elle est totalement en contradiction avec la pensée dominante d'aujourd'hui, ou du moins...
Il y a quelqu'un qui met « Je suis pour une liberté d'expression totale égale, je veux pouvoir dire des trucs racistes et misogynes sans aucune conséquence légale ou sociale. » C'est un peu ça. Hein. Et là, il dit oui, que la pensée dominante, mais en fait, ils se rendent pas compte, je crois, ces gens-là, que leur pensée est de plus en plus la pensée dominante. Je veux dire, un mec qui arrive et qui dit « Ouais, bon, je suis pour fermer les frontières totalement, je suis contre l'avortement. Des choses comme ça existe maintenant. Enfin, c'est pas nouveau quand même. C'est, toute la toute la campagne présidentielle 2022 s'est fait sur des discours d'identité et des discours sociétaux à cause de la droite. La droite qui passe son temps à nous dire qu'on ne fait plus dans le social, mais eux ne parlent que d'immigration et de sujets comme le rapport au féminisme, au genre, aux choses comme ça. En fait, ils sont matrixés par ça, les mecs, maintenant. Du français lambda, du français du quotidien. Oui, mais d'un autre côté, et c'est moi la question que je pose, est-ce que tu penses qu'on aurait mis en avant, je sais pas, un Hugo Clément ou un Louis Boyard, bon, même si maintenant il est député, parce que Louis Boyard, sur le plateau de TPMP, par exemple, disait qu'il avait aidé des jeunes en situation de précarité à trouver un logement à Évry, et il disait qu'on ne parlait pas de ça non plus. Est-ce que finalement, c'est pas un Belle image de la ville d'Évry. peu le cas de n'importe qui mène une action positive, dans le cas du coup de Papacito avec ce paysan-là, d'en fait d'être oublié par, on va dire, du clash et du buzz, et là pour le coup, de quelque nature politique que ce soit, quoi. Oui, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans l'ère de l'affrontement perpétuel, de l'ami et de l'ennemi, donc on ne va jamais saluer Les bonnes actions. les bonnes actions. De toute façon, on est dans une époque qui est contre la nuance, on n'est pas du tout nuancé aujourd'hui. D'ailleurs, ça c'est aussi l'un des problèmes d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a fait exploser certaines digues, ce qui fait que de suite il faut choisir une forme de camp. On l'a vu tout au long de son mandat, que ce soit pro ou anti-gilet jaune, pro ou anti-vaccin, bref, pour tout un tas de sujets. Donc non, aujourd'hui il n'y a plus de place à la nuance, donc c'est sûr que dans une logique d'affrontement perpétuel, surtout à l'ère des réseaux sociaux, ça me paraît difficile d'avoir, on va dire, l'intelligence et le recul nécessaires pour reconnaître chez l'ennemi politique, hein, j'emploie bien le terme d'ennemi politique, hein, mais c'est pas, faut pas voir ça comme quelque chose de tribaliste violent, hein, c'est juste une confrontation normale, c'est-à-dire que parce qu'il y a une idée A, il va y avoir le pendant inverse en face, donc c'est normal. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai pas de haine particulière pour les gens que j'affronte. Alors par contre, j'estime que leur politique, elle est délétère et qu'elle met le pays dans une situation dramatique, et même notre civilisation dans son entièreté. Mais après, individuellement, j'ai pas de haine contre eux spécifiquement, quoi. Tu vois. Alors ça, c'est un truc qu'on peut pas enlever au doc. Je trouve qu'il est plutôt sympa sur ce côté-là et je suis assez d'accord sur ça. C'est-à-dire que il y a des gens, on a l'impression qu'ils t'en veulent personnellement sur certains trucs, alors qu'il y a quand même des combats politiques. Après, je comprends quelqu'un qui est par exemple un militant trans de gauche qui se retrouve face à un espèce de mascu qui nie son identité, qui trouve ça dégueulasse. Mais après, quelqu'un comme le doc, moi si je le croise dans la rue, je vais pas aller lui foutre un pain, quoi. C'est pas ça la conflictualité politique, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Oui, mais ça fait... Je termine juste là-dessus, parce que j'ai pas du tout envie qu'on passe tout l'entretien dessus, Oui, mais non, mais bien sûr, sur Papacito, par exemple, il y a des moments où on peut en douter justement de cette haine qui irait au-delà de l'adversité politique, quoi, tu vois. Et ça peut faire peur. Et je dis pas ça parce que c'est forcément des gens que tu fréquentes, c'est plus te faire... Est-ce que On tu as va dire peur la même chose de Louis Boyard aussi. Hein. Oui, mais c'est au-delà de là où je veux en venir, c'est surtout, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte que l'adversité politique se devienne une adversité humaine, réelle et concrète, quoi, tu Ça vois. l'est devenu aujourd'hui. Moi, je pense que quand les idées politiques sont tellement opposées, ça devient même une haine de l'humain plus que des idées. En fait, ça devient comme si tu te fais une conviction qu'il faut détester la personne, alors que ça se trouve, vous pourriez même être extrêmement potes dans la vie. C'est ça qui est dingue. Je pense que Louis Boyard ne voudrait pas être mon ami, par exemple. Mais pourquoi? Juste parce que vous avez des idées politiques différentes? Ça se trouve, vous avez plein de points communs sur d'autres sujets. Le problème, c'est que vous le voyez bien dans la plupart des discours aujourd'hui, c'est que, en tout cas là, je parle pour moi. Bien sûr, vas-y. Je ne veux pas parler pour le cas de Papacito, de Baptiste, c'est plus etc. pour parler de fond qu'autre chose. Oui, bien entendu. Mais moi, par exemple, j'ai des amis qui sont orientés à gauche, j'ai des amis qui sont néo-marxistes, par exemple. Alors, il y a vraiment de tout, hein. C'est-à-dire que moi, mes amis, c'est United Color of Benetton, quoi. Il y a vraiment... C'est les mecs qui sont pour l'avortement, ils deviennent néo-marxistes. On est en France ici, donc il y a vraiment de tout, quoi, en prisme politique. Mais on arrive à faire la différence. Après, je suis de ceux qui pensent que quand même,
quand il y a vraiment des idées J'ai un qui ami, sont Léo très Marty, c'est le arrêtées, nouveau, j'ai un il ami y a un noir. refus du dialogue, etc., il y a des trajectoires de vie qui sont différentes. Par exemple, je pense que je pourrais être difficilement ami avec un woke qui coche absolument toutes les cases, quoi. C'est-à-dire un gars qui refuse à la fois de pratiquer tout type de sport, qui me reproche par exemple de manger de la viande, qui me reproche... C'est quoi les mecs qui refusent de pratiquer tout type de sport? Alors j'ai jamais entendu parler de ça pour le coup. Il y a vraiment un courant politique qui considère que le sport est délétère. C'est quoi cette histoire? D'être hétérosexuel tout le temps, enfin, vraiment dans la forme la plus radicale de la chose. Et on l'a vu... Mais personne te reproche d'être hétérosexuel, tu baises avec qui tu veux, on en a rien à foutre. Par contre, ce qui est gênant, c'est les gens qui, justement, plutôt dans ton camp, empêchent les autres de baiser avec qui ils veulent. J'ai jamais entendu un mec dire oui, il faut que les hétéros arrêtent d'être hétéros. Qui dit ça? Si, peut-être un gars que t'as trouvé sur une vidéo de Jordan Peterson au fin fond de l'Ohio, enfin, insupportable. Que ça peut prendre par exemple des formes qui sont quand même assez inquiétantes. Mais à part ça, je ne suis pas contre l'idée d'avoir des amis qui sont orientés politiquement différemment de moi. D'ailleurs, j'ai par exemple un Discord qui est lié à la chaîne. Il y a sincèrement toutes les idées politiques. J'aimerais justement... Vous pensez vraiment qu'il y a toutes les idées politiques sur le Discord du doc? Il faudrait aller faire un tour. Tanguy Lacroix qui dit le Bouzeux Magazine disait que le sport c'était fascisant et que ça mène au virilisme, au culte de la personnalité. Mais ça dépend. Peut-être qu'il y a un certain culte du sport. On peut utiliser le sport comme un fait social en mettant en avant un homme parfait, machin, supérieur. Mais ça veut pas dire il faut arrêter de faire du sport. Je sais pas ce que disait le Bouzeux. Le Bouzeux est peut-être capable de disaster class comme ça. Mais la vraie question c'est est-ce que la douche c'est fascisant parce que c'est une recherche de pureté? Que dans le camp d'en face, il y ait cette ouverture, même dans le fait de lire des auteurs qui sont orientés à droite, parce que ça aussi, il y a cette difficulté-là. On le voit sur ma chaîne, j'ai étudié des auteurs qui ne sont pas sur ma ligne. Je prends l'exemple de Pasolini, et ce qui a été très étonnant, c'est que la dernière fois, j'ai reçu un commentaire d'une femme qui me disait « Oui, mais toi qui es d'extrême droite, c'est marrant parce que tu le disais tout à l'heure, que des gens pouvaient avoir cette idée, toi qui es d'extrême droite, est-ce que ça te fait pas chier, je reprends ces termes, de parler d'un homosexuel ?» Qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois, enfin, La meuf, elle dit ça à un gars qui est pote avec Ban et Cigare, enfin, abusé. Je trouve ces idées intéressantes, j'aime ces films, je ne vais pas regarder « Ah, il est homosexuel, ah, il est de gauche, etc. » Poubelle, non, c'est complètement con. Donc j'aimerais, oui, d'ailleurs, Renaud Camus, il est homosexuel. Il est, en gauche, là encore, c'est un fourre-tout, hein, on est bien d'accord, mais du moins dans la grande des raisons, parce que j'aime bien cette expression, qu'il y ait vraiment ce recul nécessaire et de dire, voilà, ben on va lire des auteurs, on peut ne pas être d'accord, hein, et d'ailleurs c'est ce que vous faites dans le crayon, on peut ne pas être d'accord, mais au moins regarder ce qui se passe, et même, ça serait logique que dans leur objectif de combat contre nos idées, ils lisent, ils savent qu'est-ce que c'est par exemple le conservatisme, où ça trouve ses bases, etc. Bah, c'est intéressant pour se forger. Non, mais je pense sincèrement qu'il y a plus de gens de gauche qui connaissent la pensée de droite que de gens de droite qui connaissent la pensée de gauche, parce que les gens de droite, en fait, s'arrêtent à une image qu'ils ont du woke, qu'ils ont vu sur des vidéos YouTube, sur du Combini, sur des trucs à la psychodélique, des trucs comme ça. En réalité, ils ont aucune notion de ce que c'est, je sais pas, différents courants, le marxisme, l'anarchisme, des choses comme ça. Bah, ils auraient qu'à aller voir rien que la chaîne de Minute Rouge, déjà, ça leur apprendrait un peu des choses. Forger justement une vraie pensée et être sûr de ses idées. Oui, c'est compliqué d'attaquer l'ennemi si tu n'es pas sûr de tes positions. C'est ça. Et puis même, comme vous le savez, je travaille chez Livre Noir. Et chez Livre Noir, on a plusieurs fois invité des personnalités qui ne sont pas du tout sur la ligne du média Livre Noir. Je pense par exemple à Gérard Filoche, etc. On ne peut pas dire que ces gens-là soient sur la ligne de Livre Noir. Et pourtant, on a fait l'effort de les inviter. Et comme vous pouvez le voir, enfin, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais l'entretien se passe très bien, il n'y a pas une volonté combat d'Élis. Oui, voilà, exactement. Il n'y a pas une volonté Alors bien sûr qu'il y a une volonté métapolitique derrière, de montrer les idées pour que le public de Livre Noir puisse se dire c'est vraiment de la connerie et ça va... ils vont se dire on est bien là où on est, quoi. Mais malgré tout, il y a la volonté de dire ben voilà, on l'invite, on montre ce qu'il fait, etc. C'est aussi le rôle d'un média. Les mecs, ils invitent Bégodeau, qui a défoncé le mec de Livre Noir, pour montrer à leur public que c'est de la connerie. Je suis pas sûr que c'était la meilleure chose à faire, pour le coup. Vaut mieux
Ce qui avait bien marché, par exemple, c'était Rushdie qui a invité des féministes un peu random, qui n'ont pas beaucoup de connaissances et tout, et qui les démontait. Et là, c'est beaucoup mieux, je pense, au niveau de la propagande, que d'inviter François Bégodeau, quoi. Je change un petit peu de sujet. Je repensais au fait aux analyses. Tu as fait beaucoup d'analyses de films sur des femmes héroïnes, un peu qui doivent s'adapter. Par exemple, je prends l'exemple de James Bond. James Bond qui serait incarné par une femme. En plus, avec le monde moderne dans lequel on vit, donc avec tous les codes socio-culturels. Toi, pourquoi c'est autant un problème pour toi? C'est plus pour le côté traditionnel et conservateur, ou c'est que vraiment ça te dérange profondément? C'est quoi pour toi le vrai fond du problème? Le fait que James Bond puisse devenir une femme, Ouais. Ben, c'est très simple. Enfin, là, j'ai pris l'exemple de James Bond, Non, mais mais dans j'en ai parlé. tout aujourd'hui, tout style de film où une non, femme mais j'en ai est... parlé pour James Bond, donc c'est assez logique. James Bond, enfin James, c'est un prénom masculin. Donc à partir de là, si James Bond devient une femme, c'est plus James Bond. Puisque Oh, il croit qu'il a baisé le game! le personnage trouve son origine dans les livres de Ian Fleming, et c'est un homme. Et dans la plupart dans tous les films, même, je vous dis la plupart, mais c'est dans tous les films, c'est un homme également. Donc, Mais mec, mais c'est justement un peu le truc, hein. C'est un peu le twist. Tu fais incarner le personnage de James Bond en tant que symbole par une femme, évidemment, qui s'appelle James. en fait, la question ne se pose même pas. Si on décide de faire James Bond une femme, en fait, c'est plus James Bond. Par contre, la question... Et d'ailleurs, Sean Connery, il s'appelle pas James, donc est-ce qu'il peut incarner James Bond? Je vais mettre ça, je vais faire une petite coupure et je vais le mettre sur TikTok avec une musique en mode le gars dit les termes. Mais pourquoi pas une Jane Bond? Oui, dans ce voilà, cas-là exactement. Est-ce qu'on ne donnerait pas le matricule 007 à une femme? Ça, c'est l'idée qui a été véhiculée ces derniers temps, parce qu'ils sont en train de chercher le nouvel acteur ou la nouvelle actrice qui va incarner James Bond, et ils se posaient la question éventuellement d'une femme. Moi, je trouve que c'est complètement pour une raison très simple. Alors moi, je suis un aficionados des James Bond. Je les ai tous vus, j'ai lu les livres, etc. Donc, je connais mon latin. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Mais non, c'est vrai que je pense qu'il y a une logique d'infantilisation quand tu décides de dire à une communauté, là on parle des femmes, mais on peut parler également de la communauté noire, asiatique ou peu importe, de leur dire, bon, ben, puisque nous, scénaristes ou réalisateurs, on est incapables de créer de nouveaux personnages afin que vous puissiez incarner eh bien, des figures héroïques, on va prendre celles déjà existantes pour vous faire plaisir. Ça, je trouve que c'est... Mais il y aurait des réalisateurs qui prendraient une agente secrète. Lui, il dirait pareil, il dirait ouais, mais c'est du fake James Bond, machin et tout, les woke, ils essaient de nous faire rentrer ça dans la tête. Donc il dit ça, mais je suis sûr qu'il cliquerait pas. Hein. C'est complètement idiot. Il y a à peu près 2-3 ans, il y a le film Ghostbusters qui a subi un remake, un reboot, enfin appelons ça comme vous voulez. Donc au départ c'est 4 hommes avec Bill Murray, il me semble, dans le lot. Ça a été remplacé par 4 femmes. Et ça a été un bide monstrueux. Et la après, si le film c'est de la merde, le film c'est de la merde. Il n'a pas appris son Antoine Goya quand même. C'est pas un film de merde parce que ce sont des femmes qui incarnent ces personnages-là. Bah oui, c'est pas un film de merde parce que c'est le consommateur ou celui qui est habitué à Ghostbusters ou à James Bond ou n'importe quel film issu de la culture populaire, il y va parce qu'il y a un certain cahier des charges. Quand tu vas voir James Bond, tu t'attends à voir la masculinité poussée à outrance, usage de la violence, alcoolisme ou attrait pour l'addiction, conduite un peu sportive et surtout le rapport aux femmes. C'est ça qui fonde James Bond. Donc à partir de là, si tu décides de remplacer le matricule 007 par une femme, le personnage perd de sa substance. Par contre, libre au scénariste et... Ça dépend si tu mets Thaïs en James Bond et qu'elle incarne la femme ultime. Mais la vraie femme ultime, pas la femme ultime décadente comme l'a voulu le wokisme. Là, ça peut être intéressant, je pense. Et là, je pense que si tu le fais scénarisé et réalisé par le Puy du Fou, Christopher Lann et le Doc t'en font la pub. Aux réalisateurs de faire des films avec de nouveaux personnages incarnés par des femmes ou des minorités. Il y a quelques années de cela, pour rester vraiment dans la culture populaire, ils ont créé la saga d'action John Wick. Ça n'existait pas avant, ils sont repartis sur des bases nouvelles. Donc faites ça avec une femme et voyez bien si ça marche ou pas. Donc moi, j'aime pas vraiment cette idée de on va prendre un personnage et on va le remplacer parce qu'on a l'impression que derrière, il y a une volonté plus de revanche, plus on s'attaque à un symbole
que de vraiment créer un personnage féminin. Et d'ailleurs, des fois, c'est assez maladroit parce que Alors pour le coup, moi je peux être d'accord par contre du fait d'essayer de foutre des femmes partout ou des noirs ou des asiatiques pour mettre des femmes, des noirs et des asiatiques. Bah, des fois c'est ridicule et puis ça sent vraiment le bobo de gauche qui se dit qu'il a fait son travail et puis que c'est bon, il n'y a plus d'inégalité parce qu'il a foutu une femme dans un film quoi. Ça c'est un truc assez ridicule je trouve. Mais par contre là il est en train de critiquer un truc qui est pas forcément mal en soi, c'est-à-dire que si c'est bien fait, ça peut être marrant de jouer avec les codes et justement de jouer avec un symbole. C'est toujours marrant dans l'art d'avoir un symbole qui est repris et qui est repris de manière subversive. Quasiment tous les artistes font ça et si c'est bien fait, c'est bingo. Si c'est mal fait, c'est de la merde. Parce que quand on regarde le dernier James Bond, alors tout le long du film, sans divulgacher, il est remplacé par une actrice dont j'ai complètement oublié le nom. Pour le coup, peut-être que vous Je l'ai pas en connaissez. tête. Je l'ai pas en tête. Bon, Mais je vois le film. Tout le monde a vu le film, je pense. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'elle le remplace, mais en fait, tout au long du film, elle est tournée en dérision où elle n'est pas efficace, contrairement à James Bond. Et à la fin, c'est lui qui est obligé de reprendre le matricule pour limite faire ce qu'il fait de mieux, quoi. Donc en fait, des fois, c'est maladroit. C'est-à-dire qu'on a voulu faire plaisir en disant allez, on va mettre une femme qui va incarner James Bond, mais derrière, ça sonne creux. Mais j'aimerais qu'on avance, qu'on change un petit peu de sujet et qu'on parle de quelque chose qui a fait un peu trembler les réseaux sociaux il y a quelques semaines de ça et que j'ai trouvé passionnant, bon, en tout cas d'un œil extérieur, qui était la photo entre Cristiano Ronaldo et Jordan Peterson. Jordan Peterson, pour ceux qui ne savent pas, qui est un psychiatre J'avais pas vu cette photo, vous aviez vu ça vous? Jordan Peterson et Cristiano Ronaldo? clinicien canadien qui est en même temps professeur C'est pas un à psychiatre, c'est Harvard un psychologue. et qui a été, on va dire, une forme de figure en gros de la branche conservatrice nord-américaine, américaine et canadienne, au point même d'être testé dans les sondages face à Justin Trudeau. Donc on parle de quelqu'un qui a vraiment eu un aura énorme et qui dépasse bien même ne serait-ce que les États-Unis parce que ça va, y compris en France et en Europe. Qu'est-ce que tu as pensé de cette photo? Jordan Peterson, bon, déjà, tu as raison, c'est un homme très influent, et d'ailleurs même le New York Times, qui est un média qui n'est pas du tout sur la ligne de Peterson, avait dit que c'était probablement l'intellectuel le plus influent du XXIe siècle. Et je suis sûr qu'il fait partie de ces gens... C'est ton avis aussi? Ah oui. En France, je crois que par exemple, c'est Houellebecq qui marquera son époque. C'est celui qui vraiment restera dans le temps, et je pense que Jordan Peterson aura sa place. Alors je ne parle pas spécialement en France, mais... C'est pas comparable, Houellebecq et Peterson quand même. Il y en a un qui écrit des romans, et puis l'autre qui écrit plutôt des bouquins, qui est plutôt un conférencier, c'est vachement différent. Et puis souvent, on nommait aussi Slavoj Žižek, qui est quand même vachement connu aussi à l'international. Je crois qu'il va vraiment marquer durablement, du moins son camp. Je rappelle qu'il fait alors c'est pas des meetings, c'est des conférences plutôt dans des pays de l'Europe de l'Est, et il remplit des stades. Aujourd'hui, il n'y a que très peu d'intellectuels qui seraient capables de faire cette performance-là. Donc, bon, c'était la petite parenthèse. Mais Jordan Peterson, comme Cristiano Ronaldo, ils ont un logiciel de valeur qui est assez similaire. Pour beaucoup de gens, c'est étonnant parce que c'est la rencontre entre un milieu intellectuel et politique avec le milieu du foot et du sport. Ce sont deux milieux qui ne rentrent jamais habituellement en contact. Mais Jordan Peterson et Cristiano Ronaldo partagent un logiciel de valeur assez similaire parce qu'ils sont attachés à la famille, à la tradition. Ronaldo et sa femme d'ailleurs accordent une place très importante à la religion, à la famille, à l'idée de qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants, à l'idée aussi de travail, la valeur travail. On voit que... l'effort. Voilà, exactement, la question de l'effort. Donc en fait, c'est pas... La valeur travail. Ok. Par contre, petite pause, je trouve qu'il a un rythme parfait, le doc. Vraiment, il n'y a pas besoin de l'accélérer, il n'y a pas besoin de le décélérer, c'est pas comme le précepteur. Si étonnant que ça, alors que j'en suis sûr que par exemple, il me semble que Ronaldo avait eu recours à la GPA, il ne me semble pas que Jordan Peterson soit exactement sur cette ligne-là, mais qu'importe, ils ont un logiciel commun de valeur. Donc en fait, cette rencontre, elle n'est pas si surprenante que ça. Mais justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que Cristiano Ronaldo est la personne la plus suivie sur Instagram. C'est un des deux plus grands, il fait parmi les deux plus grands sportifs, même pas seulement footballeurs sportifs du 21e siècle. C'est quelqu'un d'incroyablement influent, plus que la majorité des présidents des pays du monde.
c'est assez dingue et il y a eu quand même une vraie levée de bouclier là-dessus. C'est sûr. Tu t'affiches avec. Oui, mais du coup, Personne moi, c'est sa ne question. fait. Il y a des gens qui, du coup, suivent Cristiano Ronaldo et l'acclament pour ses exploits sportifs et qui, du coup, sont incapables de voir le lien avec Jordan Peterson. Pourquoi, selon toi, on ne voit pas ce lien? Parce que, j'ai envie de dire, la culture de l'effort dont Peterson parle beaucoup, ça semble évident que quelqu'un comme ça, Ronaldo, à ce niveau de performance l'est. Moi, je suis pas forcément d'accord, je sais pas. Enfin, bon, alors je connais pas ce que pense Ronaldo au niveau politique, mais la culture de l'effort. Enfin, pour le coup, quand on voit le sport des pays de l'Est, du bloc soviétique, tout ça, c'était pas forcément des droits tardés, les mecs. Et il y avait aussi une culture de donner le meilleur de soi-même et de choses comme ça, de représenter aussi d'où on vient. Enfin, je vois pas en quoi c'est un truc particulièrement en rapport avec Peterson, avec l'extrême droite, quoi. Ben déjà parce que la plupart des gens qui ont pu commenter... Alors déjà, j'avais regardé un peu les commentaires de la publication. La très grande majorité des commentaires sont quand même très positifs, y compris même de personnalités certifiées du milieu du sport, etc., qui valident la rencontre. Donc ça veut dire qu'ils aiment à la fois Ronaldo et Peterson, donc il y en a d'autres. Il y avait eu une rencontre aussi improbable entre Skrillex et Peterson, qui a été carrément allé le voir en fait à l'un de ces conférences. Donc ça montre qu'il y a des gens... J'aimerais beaucoup voir Peterson au concert de Skrillex. Théoriquement, il devrait le faire maintenant. Il devrait lui rendre l'appareil. Donc déjà, la très grande majorité des commentaires étaient quand même très positifs, etc., etc. Après, c'est vrai qu'il y a eu des réactions. Je pense à un article de SoFoot qui disait, d'ailleurs j'en parle dans la vidéo, ouais, il s'affiche avec un masculiniste, controversé, etc. Bon, enfin bref, les qualificatifs habituels, c'est ce que je te disais au début, on désigne l'ennemi. Mais en quoi c'est pas un masculin controversé? Enfin, je sais pas, il pourrait peut-être développer là-dessus. Mais moi, je pense que c'est quand même assez évident que Peterson, c'est un discours avec les genres qui sont très définis et qu'il est plutôt controversé. Donc, c'est assez vrai. Mais c'est marrant, là, si vous faites une pause ici et que vous vous dites de quoi on a parlé depuis le début, ça fait 25 minutes qu'ils parlent et c'est que des sujets que les mecs de droite qualifieraient de sociétaux. En fait, ils ne parlent que de sujets sociétaux, ces gens-là. On le met dans une case pour pouvoir mieux l'identifier, mais en réalité, la plupart des gens qui s'offusquent de cette rencontre ne connaissent pas le travail de Jordan Peterson, qui, dans le lot, a lu à la fois Map of Meaning, la carte d'essence qui est son premier ouvrage, 12 règles pour une vie, et 12 règles par art de la l'ordre. Déjà, il faudrait commencer par ça. Ensuite, tu auras une idée un peu plus globale du personnage. Oui, mais tu critiques beaucoup de gens aussi dont tu n'as pas lu les 3 bouquins également. Non, c'est bien parti du entendu. jeu. Dans le chat, normal, le foot pro imbibé par le capitalisme, la finance, la publicité, l'accumulation de richesses et la spéculation. Bah, c'est vrai aussi. Enfin, Ronaldo, c'est pas c'est pas l'homme banal, quoi. Bien entendu, ça fait partie du jeu et c'est ce qu'on disait au début. Mais au moins que tu t'intéresses à ce personnage-là, parce qu'en plus, c'est ce que j'allais dire, Jordan Peterson fait vraiment partie de ces rares intellectuels, qui est profondément nuancé. C'est un homme qui est profondément nuancé, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas dans une forme de radicalité. Donc vraiment attaquer Jordan Peterson, à mon sens, c'est pas le plus probant. Si tu veux vraiment t'attaquer à des personnalités d'extrême droite, je crois que le choix de Jordan Peterson est peut-être l'un des pires. Mais c'est justement parce qu'il est très nuancé et très intelligent que aussi c'est quelqu'un d'extrême droite. qu'il rend fou certains militants de la grande déraison, parce qu'ils sont le miroir inversé. Il y a des gens... Non, qui utilisent le terme grande déraison pour qualifier la gauche, alors que toute l'histoire de son camp politique est fondée sur la négation de la raison et des lumières. C'est quand même assez étonnant. Hein. Enfin, on le voit lors de ces déplacements, qu'ils attendent avec des pancartes, qui sont dans une forme de radicalité, de haine. Et lui, il répond juste par une forme de mesure, en apportant des arguments. Lui aussi, il est pour une liberté d'expression pleine et totale. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'a pas de haine. Lui, il n'est pas contre du tout que ces gens-là viennent manifester leur mécontentement. Oui, à des critiques constructives où on apporte des arguments concrets pour démonter sa rhétorique. Mais alors, c'est un facho, c'est un masculiniste qui veut que les femmes soient à la cuisine, c'est une méconnaissance claire de son travail. Oui à la critique elle est très importante, mais la critique intéressante, voilà, constructive. Après, la caricature, c'est bien aussi. Là,
c'est toujours drôle d'attaquer par le biais de l'humour, parce que là, on est sur le référentiel de l'humour. C'est différent. Mais apporter des arguments. Heureusement que tout le monde ne pense pas d'ailleurs comme Jordan Peterson. Ça serait triste. Heureusement que tout le monde ne pense pas c'est comme plat. moi. Mais apporter des arguments. Intéressez-vous un minimum à ce travail. C'est plat, c'est du waouh, on nous traite de fachos, intéressez-vous un petit peu à nous, alors que lui n'a absolument aucune idée de tout ce que fait la gauche et que je pense qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui savent à peu près de ce que lui il fait et de quoi il se revendique parce qu'il y en a 30 000 des comme lui. C'est un peu plat, quoi. Hein. Travail, quand tu disais tout à l'heure, t'as pas lu les livres de la plupart des gens que tu dénonces. Peut-être pas tous, mais au moins tu connais leurs référentiels, tu connais quand même leurs arguments, tu regardes leurs conférences, donc tu connais quand même leur rhétorique. Oui, tu approfondis le travail. Voilà, c'est-à-dire que tu ne restes pas un tweet, enfin tu te focalises pas sur un tweet ou sur ce qu'un média de gauche comme de droite a pu te dire sur telle personnalité. Non, tu essayes d'aller plus loin et à partir de là, quand tu connais un minimum le personnage et ce qu'il propose, tu peux apporter des critiques et heureusement que les gens peuvent le faire. Et comme je t'ai dit au début de cet entretien, enfin, comme je vous ai dit, moi je suis pour une liberté d'expression totale. Tant qu'après on ne rentre pas par contre dans de la diffamation, etc. Parce que là on touche à... l'injure. Ouais, après l'injure, au moins, pour moi l'injure ça permet... Toi même l'injure tu serais pour parce qu'au moins on voit la vraie nature des personnes. On voit la vraie nature, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'injure, si c'est pas par le biais de l'humour, parce que là encore, il faut distinguer quand même les deux, la caricature et la satire, c'est extrêmement important. Mais si on est dans de l'injure pure, moi-même je ne suis pas contre, parce qu'au moins la personne montre son vrai visage. Il n'avance pas à visage masqué. Donc moi je suis pour que les gens puissent à la fois tenir les mêmes propos dans leur sphère privée que dans la sphère publique. Des propos qui pourraient être même très choquants, quand il y a eu par exemple des gens qui se sont réjouis. C'est le problème aussi de la droite, c'est que ils mettent souvent la liberté comme valeur fondatrice de plein de trucs, et après, à partir de ça, ils veulent une société qui est extrêmement normée, et où, au final, la liberté individuelle n'est réduite souvent qu'à l'économique ou au droit que eux ont d'être misogynes s'ils le veulent, d'être racistes s'ils le veulent. C'est un peu ridicule, quoi. De l'incendie de Notre-Dame, qui ont dit de toute façon... c'était une vieille bicoque en bois, tant mieux. Ben moi, je suis pour qu'il y ait des gens qui disent ça, parce qu'au moins, moi, je sais que ces gens-là ne sont farouchement pas sur ma ligne. Ça va pas te rendre dingue, justement, de te dire qu'ils font ces critiques-là, mais derrière leur téléphone? Tu vas pas te dire c'est trop facile? Non, parce que moi, je suis pas dans cet attrait pour le combat d'ordre physique. Enfin, c'est pas des choses qui me... Non, mais pas pour le côté forcément bagarre. Non. Mais pour le côté de bon, c'est trop facile, il parle derrière son téléphone, il critique, mais il en a fait... le droit. Pour moi, il devrait avoir le droit. Comme moi, je pourrais avoir le droit de dire, sans risquer l'ostracisme ou ce genre de choses, je peux avoir le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec les choix d'acteurs pour la série Les Anneaux de Pouvoir. Mais à un côté... Son combat politique, il est réduit, et le truc le plus radical qu'il a, c'est je ne suis pas d'accord avec le choix d'acteur pour une série de merde dont tout le monde se fout. Putain, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et si je demande ça pour moi, je le demande aussi pour les autres. Donc oui, mais demande plus que ça, on s'en fout de ton histoire des Anneaux de Pouvoir. Par contre, là, pour le côté bagarre, dangereux, si des gens osaient complètement se montrer à 100% tels qu'ils sont sur les réseaux sociaux, après, il faut pouvoir assumer ses propos. Il faut pouvoir avoir aussi le courage d'assumer. Le mec, il croit que c'est du courage d'assumer les propos. Je ne suis pas d'accord avec le choix d'acteur pour la série Les Anneaux de Pouvoir. Putain, mais le niveau de... Mais aussi avoir le courage d'accepter, justement, comme tu dis, comme toi, les critiques, et qu'importe de quelle manière elles ont été dites, sans vouloir après rétorquer avec la violence. Donc ça aussi... Le mec qui dit... Mais la gauche ne fait que parler de sociétal, JPP, il a capté qu'actuellement il y avait la réforme des retraites, qu'on faisait que parler de retraite, et que là on est sur des chaînes de droite où les mecs parlent que de sociétal. Il faut que les deux camps l'acceptent, sinon c'est la liberté d'expression ne pourra pas, mais sinon la liberté d'expression... C'est la question un peu de est-ce qu'une société trop honnête devient une société trop violente? Enfin oui, ça peut basculer. Après c'est des questions d'ordre anthropologique, ça dépend de la civilisation à laquelle on parle, ça dépend du logiciel de valeur de cette civilisation... Ça dépend de tout un tas de facteurs, ça dépend du système politique du pays déterminé. Après, on rentre dans... Ça, c'est un truc qu'on a souvent aussi chez les libéraux réac, c'est de dire « Je suis libéral, moi je suis pour avoir de la liberté, mais il y a des civilisations quand même qui sont pas en accord avec cette liberté.
Et si on commence à accepter tous les pays du monde avec leur culture de dégénérés qui n'est pas aussi raffinée que notre grande société libérale, bah, ça va pas aller. Donc je suis pour la liberté de mœurs dans mon pays, la liberté de culte dans mon pays, mais en gros sur l'Afrique du Nord, quoi. Dans des considérations où il y a tellement de critères qui rentrent en jeu que ça serait difficile de dire qu'est-ce qui pourrait se passer à 100% si un État Bien décidait sûr. de mettre en... En tout cas, moi, je suis pour, et je suis pour que justement des gens expriment le fait qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur cette question-là. Et d'ailleurs, à droite, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout dans cette ligne-là, parce que il y a beaucoup de gens à droite qui aimeraient une sorte de retour à l'interdiction de blasphémer, par exemple, ou à ce type de choses. Mais en fait, il faut... Ce qui n'est pas ton cas. Ça me fait trop marrer ça, les mecs à droite qui sont pour le retour de l'interdiction de blasphémer, que tout le monde aille à la messe, alors que eux-mêmes en général ils sont croyants de pacotille, ils sont pas vraiment croyants, et qui s'imaginent en fait bah, que c'est bon pour le peuple. Il faut que le peuple croie, mais c'est pas eux le peuple en fait. Il faut que le peuple aille s'abrutir à l'église, mais que eux, ils sont sur une position supérieure. Eux, ils n'ont pas vraiment besoin de cette croyance auquel ils ne croient plus en fait. Et en plus de ça, quand ils s'opposent à des gens bah, qui croient, par exemple, les musulmans en France, là, ils nous disent que c'est l'enfer, les gens qui croient, ils ont une certaine vision patriarcale des choses, des choses comme ça, alors qu'en fait, bah, la croyance dans le catholicisme ou dans le judaïsme peut poser aussi ce genre de problème. Donc c'est un petit peu des faux culs, quoi. Non, ce qui n'est pas mon cas, parce qu'il faut avoir une forme de logique. Si on le demande par la religion catholique, les autres religions demanderont exactement la même chose. Donc vous ne pouvez pas, d'un côté, valider, par exemple, les caricatures de Charlie Hebdo, et de l'autre dire, oui, mais nous, on demande à ce que le catholicisme ne soit pas touché, même si la France est un pays qui a un lien extrêmement étroit avec le catholicisme. Non, il faut pouvoir être cohérent après. Enfin, c'est mon point de vue. Est-ce que tu considères que Macron est de droite? Alors là, on en revient aux mêmes problématiques qu'au début de la vidéo. C'est-à-dire, qu'est-ce que la droite? Est-ce que c'est la droite libérale d'un point de vue économiquement? Est-ce que c'est la droite qui est libérale sur les questions de société? Comme je vous ai dit, il y en a qui considèrent que Macron est d'extrême droite parce qu'il a dit sur le plateau de France 2 la dernière fois que la moitié des agressions, c'était quelque chose comme ça, était le fait d'étrangers en Île-de-France. Donc pour certains, maintenant, il est catégorisé à l'extrême droite. Pour la droite, J'entends pas beaucoup de gens dire quand même que Macron est d'extrême droite. Il est considéré à gauche. c'est un homme de gauche parce qu'il est issu d'un gouvernement, il est Socialiste. issu du Parti Socialiste. Et d'ailleurs, lui-même, dans son livre, je crois, Révolution, il se revendique comme un homme de gauche, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il se revendique Mais de aujourd'hui, n'importe toute quoi, la non. gauche, notamment écologique, le considère pleinement comme quelqu'un de droite. Sans aucune forme de concession. De droite libérale. Certes, mais de droite quand même. Moi, je vous dirais surtout, parce que si je vous dis, par exemple, si je vous dis il est de droite, il y en a qui seront d'accord, il y en a qui ne seront pas d'accord, etc. Et si je dis qu'il est de gauche, ça sera la même chose. Je vais... Mais c'est pas subjectif en fait, on ne demande pas que les gens soient d'accord ou pas d'accord avec toi, on demande d'avoir une définition claire de ce que sont les choses. Est-ce que dans la situation concrète actuelle, Macron est plutôt un conservateur et un réactionnaire, ou un réactionnaire, ou est-ce que c'est plutôt un progressiste? Est-ce que Macron veut faire passer des réformes sociales, progressistes ou réactionnaires? Est-ce que Macron fait passer des lois sur libertés individuelles, des choses comme ça? Ou est-ce qu'il est plutôt sur des lois sécuritaires et des trucs du genre? Bah, je pense que c'est quand même assez évident, quoi. Macron, c'est pas quelqu'un d'extrême droite, mais c'est plutôt quelqu'un qui est de droite. Aujourd'hui, au moins en 2022. Pas 2023 maintenant. Je vais vous dire plusieurs choses sur Macron. Déjà, je pense que c'est un progressiste. Moi, je vous le dis en tant que conservateur. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est un progressiste. C'est-à-dire que lui, il a des idées très arrêtées sur des questions sociétales. Donc, par exemple, tout ce qui est de l'ordre du mariage homosexuel et même de l'homosexualité en général, enfin, des LGBT, parce que, attention, je fais bien la distinction entre l'homosexualité et le mouvement LGBT. Ce sont deux choses différentes. Et aujourd'hui, vous voyez, même moi, je tombe dans le piège, on a tendance à les regrouper. Mais on pourra en parler après si vous voulez. Sur les questions, par exemple, de la fin de vie, il a ouvert ce débat il y a peu et je pense que ce sera... On a fait un débat d'ailleurs sur la chaîne entre Voilà, Geoffroy oui, Lejeune oui, et Jonathan exactement, Denis. exactement. Vous l'avez abordé et je crois que d'ailleurs,
je fais une parenthèse très rapidement sur ce débat, ça m'a fait beaucoup rire parce que la personne en face de Geoffroy Lejeune disait que lui, il était pour qu'on en discute, et je suis d'accord avec lui, c'est très bien, mais il sait qu'au final, au fond de lui, il sait, selon moi, que le projet va aboutir. À mon avis, ça va aboutir. Tant mieux qu'ils en discutent quand même. Oui, mais totalement. De toute façon, c'est ce qu'ils ont fait. Mais en fait, pour moi, les dés sont pipés. C'est-à-dire que Macron le veut, ça se fera. On est sous la Ve République, exécutif fort. Et quand il dit oui, il est forcément un peu progressiste parce que il est pour le mariage homosexuel. Encore une fois, le mariage homosexuel, c'est quelque chose qui est déjà là, donc c'est pas particulièrement progressiste d'être pour. Il n'est pas réactionnaire, Macron, sur cette question-là, mais est-ce que Macron fait avancer le droit des LGBT en France? C'est une question qu'on peut poser. Est-ce qu'il y a eu des grandes réformes, des grandes lois de Macron en faveur des LGBT en France? Pas à ma connaissance. Fort, il a la majorité à l'Assemblée nationale, la question ne se pose pas. La fin de vie arrivera en France quand le veuille ou non. Il n'a pas vraiment la majorité, mais... Oui, il n'a pas vraiment la majorité, non, mais, oui, mais en fait, c'est avec les Républicains. Et de toute façon, il fera une dissolution. Il fera une dissolution quand il le souhaite et quand le moment sera opportun. Donc, il finira par l'avoir. Et même, je suis de ceux qui pensent qu'il l'a déjà par le biais des Républicains, parce que les Républicains, c'est ses voix de réserve. Et je pense que même certains députés du Parti socialiste ou de l'Europe écologie les Verts seraient pour. Donc, ça fait que, en fait, symboliquement, il ne l'a pas, mais pour moi, il a donc, et puis c'est sans compter tous les autres outils dont dispose le président. On est d'accord que ces deux osios du crayon sont d'extrême droite. Alors, moi, en fait, je suis comme Stéphane Edouard et je fais de la vidéoscopie et j'analyse juste en fait aux habits. Et on peut voir que le doc est d'extrême droite parce qu'il est habillé avec un costard trop petit où il essaie de montrer, en fait, de faire transparaître que lui est grand dedans. Donc il essaie de se grandir et ça, c'est une position très masculiniste. Elle est de droite parce qu'elle a un tailleur, elle essaie de montrer que c'est une femme quand même sérieuse. Petite boucle d'oreille, elle s'appelle Sixtine, elle est de droite, mais elle n'est pas vraiment d'extrême droite. Je pense qu'elle pourrait, en cas de révolution d'extrême droite, se faire passer comme d'extrême droite, mais il faudra se souvenir qu'à l'époque, elle était de droite. Et lui, il est plus macroniste, parce qu'il trouve que Macron, c'est à la fois, il y a du bon, et il y a du mauvais, et donc du coup, c'est quelque chose d'assez équilibré. Il a peur des extrêmes, et il a peur de la bordélisation de l'Assemblée nationale. Pour faire avancer ce type de questions. Donc, pour moi, ça verra le jour. Donc, Macron a une vision de la société qui est progressiste sur ces questions-là. Ce n'est pas mon cas, je suis un conservateur, donc forcément, je le combats pour ça. Mais surtout, j'avais écrit un article dans la Furia numéro 2 sur Macron. Je pense que c'est quand même machiavélien. C'est-à-dire que Macron sait très bien souffler le chaud et le froid. Un jour, il va donner des gages à droite. Le lendemain, il va dire l'inverse à la gauche, et ainsi de suite. Il ne cesse toujours, ce qui est d'ailleurs la qualité du prince. Machiavel le dit, le prince, c'est celui qui arrive, où en fait ses mouvements sont quasi de l'ordre de l'imprévisible. Ça l'est de moins en moins avec Macron, parce que le temps passe, le masque se fissure, etc. On commence à connaître. Voilà, on commence à connaître le garçon. Il n'a plus besoin aujourd'hui, c'est bon, il a été réélu, il n'a plus besoin de se dire j'aurai une troisième. Il reviendra. C'est pas impossible, ça. Moi, je crois au scénario de Houellebecq d'Anéantir. On va se retrouver dans une situation où... le scénario va être le suivant, donc Macron va finir son second mandat. On va se taper, désolé pour l'expression, Édouard Philippe, j'en suis quasiment certain, parce que ça correspond au logiciel français pour le moment. Après, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas ce que vous en pensez, ça c'est un débat parallèle, mais Édouard Philippe, moi je pense que Bardella ou Le Pen, ils ont vachement leur chance quand même en 2027. Et la gauche, pour l'instant, est mal partie parce qu'elle est très divisée et parce que s'il n'y a pas Mélenchon, ça va être très compliqué. S'il y a Mélenchon, c'est peut-être plus jouable, mais Mélenchon est détesté dans les médias. Mais Mélenchon, quand il est bon, il est extrêmement bon en débat et tout ça, donc il peut des fois gratter des points. Bardella, il va être fort parce que Bardella, il est fort en débat. Bardella a beaucoup plus de chances que Le Pen, en plus parce que c'est un homme et je pense que les gens qui votent à droite ont beaucoup plus confiance en des hommes qu'en des femmes. Édouard Philippe, je sais pas. C'est parce que moi je peux pas le blairer aussi. Et il paraît que les gens l'aiment bien, mais ça me paraît quand même un peu cramé de voter pour Édouard Philippe quand t'as détesté Macron, quoi. Et par rapport à la gestion de cette alternance, parce que est-ce que Philippe va vouloir en faire deux, etc. Mais je crois et j'en suis sûr qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Emmanuel Macron, d'autant plus qu'il a créé une forme de doctrine politique, alors qui n'a pas vraiment d'épine dorsale, mais c'est comme le trumpisme.
Le trumpisme aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment, mais il a créé une forme de doctrine. Ce qu'on pourrait appeler le macronisme ou ce que certains appellent l'extrême centre. Et je crois que c'est quelque chose qui marche beaucoup en France parce qu'on a un pays qui aime être dirigé par le centre. Enfin, c'est ma vision des choses. Une élection se gagne par le centre, elle ne se gagne pas par les extrêmes. Je dirais même exactement par le centre droit. C'est le centre droit. D'ailleurs, c'est l'une des thèses de Cormier-Denis, que je salue au passage, qui pour lui, si la droite, mon camp, enfin, l'extrême droite. La droite dure, si tu veux. La droite, voilà, appelons ça comme vous voulez. Pourquoi il n'assumait pas au début et à la fin, là, après l'avoir tabassé là, pendant 37 minutes, il finit par dire mon camp, l'extrême droite. Putain, il pouvait assumer dès le début. Si elle voulait gagner, il faudrait avoir une sorte de gendre idéal, qui ait des positions de centre droit et qui, une fois au pouvoir, montre en fait qu'il est beaucoup plus à droite qu'il ne l'était réellement au cours de la présidentielle. Un Jordan Bardella ? Non, parce que Bardella, pour moi, je pense que Bardella est intéressant, mais il n'y arrivera pas. Ou alors ça pourrait prendre beaucoup d'années parce qu'il est quand même affilié à Le Pen, donc enfin à la famille Le Pen, à la dynastie Le Pen, et que pour un certain nombre de Français, ça reste encore une impossibilité, même si on voit que quand même les lignes bougent. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo de Jordan Bardella avec des jeunes femmes qui commentaient il est beau, je voterai pour lui, même si j'ai jamais voté Front National. Des gens disaient la même chose de Macron d'ailleurs. Ouais, voilà, donc, mais la question du charisme d'ailleurs est extrêmement importante en politique, c'est une notion qu'on n'aborde jamais. La question du physique, alors non pas que Macron soit un top modèle. Vous voyez quand même son analyse politique, elle est quand même extrêmement basée sur des points de vue de doctrine, des points de vue assez idéalistes. Un truc, oui, l'élection se gagne toujours par le centre et tout, et on oublie au final les dynamiques de classe et les dynamiques de quel sujet collectif porte tel discours et est-ce que ce sujet collectif est dominant ou non. Parce que Macron, c'est quand même ça, c'est quand même la bourgeoisie libérale, encore un peu progressiste, qui va essayer de prendre le pouvoir en 2017, et cette bourgeoisie va devenir de plus en plus réactionnaire. Mais pas forcément au point de soutenir Zemmour. Zemmour, c'est un autre type de bourgeoisie, une bourgeoisie qui est un petit peu plus plus descendante, quoi, qui est battue en brèche depuis longtemps, mais qui revient un petit peu comme un dernier coup d'éclat. Lui, il a aucune analyse en fait matérielle de savoir qui représente quoi en fait dans la société. Il est là, ouais, il faut du charisme. Alors c'est vrai, au bout d'un moment, il y a quand même des particularités individuelles, et on a vu avec Valérie Pécresse, les Républicains avaient un boulevard, ils ont envoyé la mauvaise personne. Mais les Républicains, par contre, leur vision du monde et leur sujet collectif, ils pouvaient gratter des voix à Macron et essayer de former un espèce de centre droit. En fait, ils n'ont pas réussi à le faire. Je trouve ça dommage quand même d'avoir des mecs qui passent leur temps à parler de politique et qui ne comprennent pas du tout les dessous de la politique et qui sont juste dans le discours, quoi. Modèle, mais Macron a beaucoup joué sur l'image de Kennedy, notamment au cours de son premier mandat. Après ça, c'est des détails, on s'éloigne un peu de ce que je disais au début. Ça tombe bien, parce que c'est un peu la dernière question que je voulais te poser, en tout cas la dernière question de l'entretien. C'est un truc que tu as commencé très récemment de faire des vidéos où tu te mets un peu en scène avec une question un peu de style, de tenue et tout. Virilité. Oui, on pourrait même, je suis d'accord, on pourrait même le qualifier comme ça. Est-ce que finalement, ce que tu fais là, c'est, je sais pas, une tentative, on va dire, de guerre culturelle, ou en gros d'essayer d'aller au-delà des idées pour essayer de faire progresser tes idées et tes messages? Au travers d'un peu d'humour d'ailleurs, on est d'accord que tu mets un peu d'humour dedans. Si, totalement. Alors je finis juste très rapidement sur Macron pour clore là. Et les connaisseurs, est-ce qu'il est maquillé, le doc, là? On croirait qu'il a du crayon à œil. Dites-moi. La parenthèse sur ce gentil garçon, c'est que donc voilà, Macron souffle le chaud et le froid, et je crois que lui-même ne sait pas vraiment, et désolé pour l'expression, où il campe. Il ne sait pas des fois, parce qu'en fait il veut se maintenir au pouvoir, et pour se maintenir au pouvoir, il faut être capable de faire des concessions, de donner des gages, d'être mouvant, et d'être surtout imprévisible. C'est ce que dit Machiavel dans Le Prince. Le prince doit être imprévisible, on ne doit pas pouvoir calculer c'est quoi l'avance. Maintenant, c'est plus difficile parce que, comme je vous ai dit, dans tous les cas, il est progressiste sur les questions sociétales, donc on peut le voir venir de là, mais en réalité, ça peut durer qu'un temps, cette stratégie. Mais au moins, ça a marché, puisque de toute façon, il a été réélu et qu'il reviendra, j'en suis convaincu. Et je pense que d'ailleurs, Édouard Philippe fera à peu près la même chose, mais il sera peut-être un peu plus à droite. Il sera de centre droit.
Donc pour terminer, est-ce que je fais un combat de guerre culturelle en utilisant l'humour et le style? Oui, totalement. Totalement. D'ailleurs, c'est souvent ce qui m'est reproché, de parler de vêtements, de ce type de considération. Bon. T'as fait une vidéo YouTube d'ailleurs. C'est pas Bassito qui est trop fort sur ça, hein. Sur la guerre culturelle, sur l'humour et tout, qui arrive à faire passer ses messages. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que la droite a peut-être plus compris que la gauche, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont faire des vidéos qui sont intéressantes, mais qui sont chiantesques. Et ça s'adresse à un public en fait qui est déjà convaincu souvent. Et c'est important de faire du contenu aussi qui est regardable, qui peut donner envie, qui va pas forcément aussi stigmatiser les mecs qui sont un peu confus, qui vont pas trop comprendre et tout. Enfin, c'est comme ça aussi qu'on arrive à convaincre, parce que quand on est un ultra-gauchiste ou un mec, on croira un conférencier bac plus 12, on comprend rien en fait, et puis les gens vont pas venir. La droite a un discours beaucoup plus terre-à-terre, qui paraît beaucoup plus concret. Pour moi, il est très idéologique ce discours, mais il paraît concret, et du coup ça permet de renvoyer les gens à quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils disent ah ouais, ce gars-là il a raison. Et en fait, eux ils ont réussi à montrer la gauche dans son pire, dans ce qu'elle a de pire, avec les woke américains, avec 2-3 trucs pourris de Combini, alors qu'à gauche on critique ces trucs-là, mais eux ils ont réussi à dire regardez, la gauche c'est ça. Nous on propose un truc de plus simple, en gros c'est le monde qu'a connu vos grands-parents, regardez, c'est peut-être mieux que de vouloir changer le sexe de votre bébé, qu'est-ce que vous choisissez entre les deux? Du coup les gens ils choisissent ah ouais, c'est peut-être un peu mieux en fait le truc de mes grands-parents. Donc ils commencent à tomber dans une boucle d'algorithmes où ils tombent que sur des vidéos de mecs d'extrême droite, ils voient toujours le même discours, et donc en fait ils vont commencer à avoir une idéologie et à avoir cette vision du monde qui va colorer toutes leurs expériences de vie, et au fur et à mesure en fait ça devient des gros droitards, alors que de base c'était un peu des normies qui savaient pas trop quoi penser de trucs politiques. En donnant des conseils aussi. Mais déjà, en fait, ce que mes ennemis politiques, pour reprendre l'expression du début de l'entretien, n'ont toujours pas compris, c'est qu'il suffit de regarder mes premières vidéos sur la chaîne, c'était du développement personnel. Donc c'est pas comme si le projet n'était pas clairement affiché depuis le début. Je fais du développement personnel déjà de base, et c'est ensuite que je suis allé vers le politique. Donc c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Non mais les mecs qui disent... En quoi c'est lié? Non mais les gars qui disent, ils parlent de vêtements ou de dev perso, mais les gars, réveillez-vous, ça fait 2 ans que je fais ça. Et c'est le début de la chaîne. Mais après c'était une parenthèse. Mais bien sûr, mais en quoi c'est lié? Parce que j'ai vu, et t'es pas le seul à avoir mélangé le développement personnel et la politique. C'est très simple. Je prendrais... Alors ça je vous l'explique souvent, à quoi c'est lié? Pourquoi ces mecs-là parlent que de développement personnel? Alors on va voir sa réponse, mais moi je vous dis en quoi c'est lié. En fait, ils ont un logiciel politique qui est basé sur la négation de la politique. Ils n'ont aucun projet politique possible, et ils ont une philosophie qui est totalement individualiste, basée sur le mérite, basée sur les choix individuels. Donc forcément, à la fin, ce qu'ils proposent, c'est pas un projet politique où il faudrait, je sais pas, changer les choses à tel niveau, avoir plus de démocratie, collectiviser, autogérer des entreprises, des trucs comme ça. Non, ce qu'ils proposent, c'est travailler sur toi-même, c'est des philosophies stoïciennes, par exemple, des techniques comme ça. C'est pareil pour Jordan Peterson, d'ailleurs, c'est beaucoup de règles de vie, qu'est-ce que tu dois faire pour être bon. C'est leur seul débouché, c'est le seul débouché qu'il y a à leur idéologie. Donc forcément, ils peuvent faire que ça. L'exemple ne serait-ce que de la guilde des potiers, donc de l'atelier Missor. On peut prendre aussi l'exemple de la chaîne des Philogines. Ouais. En quoi c'est lié justement ces questions de développement personnel et ces questions de politique? Pour moi, c'est lié parce que si on prend par exemple l'atelier Missor, d'ailleurs je les salue parce que quand je suis allé dans leur atelier, j'ai été juste subjugué par ce qu'ils font. Là, ils sont en train de faire une... Bon, c'est pas un secret, ils l'ont affiché, ils sont en train de faire une statue. C'est une bordure de plâtre. À peu près 2 mètres, je crois, 1,90 m de Napoléon, avec un glaive, etc. C'est ça que j'aime bien avec le doc, c'est un bordure de plâtre. Et ce qui m'a surpris, c'est que quand je suis allé à l'atelier, ils se vous voyaient. Alors certains pourraient trouver ça ridicule, certains pourraient... ou même jeu, et d'ailleurs ils auraient le droit. Hein. Mais ils ont posé des règles, ils ont posé un cadre. Et on voit que... Mais ils voient pas que c'est un putain de jeu de rôle. Il y a des gens, ils aiment bien Star Wars, mais ils font leur jeu de rôle Star Wars. Eux, ils font un jeu de rôle bandeur de bourgeois du 19e, et ça change rien en fait. C'est exactement pareil que certains gars d'extrême gauche aussi qui font un jeu de rôle, je sais pas moi, anarchie, zadisme, machin et tout. C'est exactement pareil. C'est des trucs...
c'est souvent des mecs ou des meufs assez jeunes aussi. On voit bien ce qu'ils font, quoi. Ça n'a rien à voir avec une démarche politique. Que d'ailleurs, leur boîte marche. Alors je dis pas que les boîtes qui n'ont pas de règles, etc. Parce que C'est ce que j'allais dire. non, Parce non, que ouais, exactement. Donc dans la il faut- Startup bien sûr, Nation, il faut nuancer. il y a des boîtes où il n'y a pas de règles et qui font beaucoup d'argent Bien aussi. sûr, mais au moins, Ouais, bah celui qui fait un joli jeu de rôle aussi, c'est Bon et Cigare. Le roleplay texan dégénéré, il est bien. il y a une synergie. Parce qu'ils partagent tous ce logiciel de valeur, et on le voit même par le produit final. Le produit final, ils ne sont pas en train de vendre, je ne sais pas moi, ils ne sont pas en train de vendre des sextoys, quoi. Alors désolé pour la comparaison, mais ils sont sur des bustes avec des personnalités qui... Ils sont quand même vachement frustrés sexuellement. C'est bizarre quand même qu'ils renvoient toujours à la sexualité des LGBT, le sextoy et tout. Ils parlent de porno tout le temps. Enfin, je sais pas, nous, c'est pas nos sujets, quoi. Enfin, je m'en fous, moi, des sextoys au niveau, en tant qu'influenceur politique, qu'est-ce qu'on en a à foutre? incarnent parfois une certaine idée de la France, etc. Donc c'est assez logique. Donc ils ont à l'intérieur de leur atelier une organisation avec certaines valeurs qui sont clairement affichées. Alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est après de l'ordre, c'est du personnel. Mais on voit qu'ils sont animés par certaines idées et que ça transpire dans la création même du produit final. Donc, je crois que quand on a des idées politiques, on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait est-ce que tu pourrais être ami avec des gens qui ne sont pas de ton camp? Oui, mais à un moment, il y a de la politique, enfin, découle de la politique des choix de vie. Des choix de vie qui peuvent être diamétralement opposés. Un exemple tout con. Tu prends quelqu'un qui est issu de la gauche républicaine et tu prends une femme de la gauche républicaine et un homme de droite conservatrice. Ils se marient. C'est un exemple que j'ai avec un ami. Le couple s'est disputé je ne sais pas combien de fois pour savoir s'ils allaient mettre leur enfant à l'école républicaine, publique, ou dans l'école privée. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, il découle après un certain nombre de choses. Parce que si tu mets à l'école privée, il y a toute une éducation en lien avec la religion, parce que c'était une école privée catholique, Bon, l'école privée, on sait ce qu'on sait, hein. C'est juste des profs qui sont moins bons, qui virent les étudiants qui sont un peu en difficulté pour avoir des meilleurs résultats, et puis ils servent du riz au carême, et puis voilà, quoi. tu n'as pas forcément dans le public. Donc, tu vois, c'est un choix qui est de l'ordre du politique, qui correspond à une idéologie déterminée, et découle de cette idéologie-là des changements concrets, des changements dans le réel. On ne va pas mentir, la plupart des hommes qui portent des costumes ou qui accordent une place assez importante à ce qu'on appelle l'art sartorial sont classés vulgairement à droite. Parce qu'ils ont le budget, parce qu'il faut aussi parler de ça, il y a une logique de reproduction sociale aussi, ils ont le budget, c'est quelque chose qui les attire de base, etc. C'est une forme, c'est un lien avec l'esthétisme. Roger Scruton l'a largement abordé, il était conservateur et d'ailleurs il accordait une place très importante au style. Donc tout ça c'est lié. En fait, même la manière dont on consomme nos aliments. Qu'est-ce qu'on décide de manger? Est-ce qu'on va privilégier la junk food ou est-ce qu'on va choisir des aliments du terroir avec un circuit court, etc. Moi, il y a une personnalité que j'aime beaucoup à droite, c'est Dominique Vénère, qui était qui s'est suicidé à Notre-Dame, comme vous le savez. Et Dominique Vénère a vécu toute sa vie dans une forme de cohérence parfaite avec ce qu'il incarnait. Oui, donc, mais je te prends un exemple ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis là-dessus, mais là où moi j'ai un désaccord, c'est qu'il y a aussi énormément de gens de droite qui en fait sont des absolus fans de rap, rap même j'ai envie de dire de banlieue. Et j'allais t'en parler. Eh ben oui, non, mais il y a surtout beaucoup de gens de droite qui, comme Thaïs, on l'a vu tout à l'heure, en fait, vivent pas du tout en rapport avec ce qu'ils demandent. C'est-à-dire que les mecs, ils sont censés être patriotes français qui veulent repeupler repeupler la France de blancs, et en fait, ils vivent pas en France, ils font pas de gamins. Enfin, c'est juste des mecs qui sont là, en fait, pour se faire de la thune sur leurs abonnés, t'as l'impression. Et à l'inverse, beaucoup de gens de gauche qui sont fans de musique classique et de littérature extrêmement, on va dire, vieux jeu, pas dans le sens époque, mais dans le sens même presque tradit du terme, ouais. On en parle justement dans la vidéo avec... non, mais exactement, on en parle justement dans la vidéo avec
avec Papacito et Baptiste en disant que beaucoup de gens se revendiquent de droite, mais est-ce que, alors on ne dit pas qu'on est parfait, loin de là, chacun porte ses croix, mais on dit dans cette vidéo que typiquement, quand tu es de droite conservatrice et que chaque jour que Dieu fait, tu te plains par exemple du wokisme, etc., ce que tu as le droit de faire, et qu'à côté de ça, tu finances avec ton argent des plateformes qui n'ont pas tes idées, pour moi, il y a une forme d'incohérence. Ça ne veut pas dire que tu es une merde si tu le fais. Ça, c'est le truc de boire un cigare pour pas payer d'impôts, dire ouais, mais attends, les impôts, c'est payé pour l'État, et puis l'État, ils font venir des migrants, je sais pas quoi. Parce que de suite, il ne faut pas sortir les grands mots. Mais pour moi, c'est une incohérence par rapport à ce que Tu te gâcherais pas la vie à faire, à vouloir tellement suivre tes convictions et tes valeurs non, parce que en fait, à la non. fin. Alors non, je crois que justement, c'est l'inverse. Je crois que ce qui Elle le bouffe du regard depuis le début, elle a l'air d'être vraiment convaincue par le doc. Hein. rend malheureux les gens, c'est de ne pas vivre en cohérence avec leurs idées. Mais il y a des Pourquoi compromis aussi. Hein. Pourquoi De quoi? Pourquoi Parce qu'il y a une dissonance qui se crée. Il y a une dissonance, c'est soit que les idées que tu veux incarner dans le public, tu n'y crois pas vraiment, donc en fait, c'est le masque social. En fait, si tu portes un masque social qui est pour moi trop différent de celui de ta vie de tous les jours, de ce que tu es vraiment, ça sera beaucoup trop lourd à porter. C'est comme un rôle que tu joues constamment au quotidien. Moi, je suis quelqu'un de constant, c'est-à-dire que, comme on me connaît dans le privé, je suis comme ça dans le public. C'est bon ça qu'ils portent un discours un peu con comme ça, parce que là, ils peuvent perdre quand même des abonnés, enfin des gens qui pourraient être convaincus, qui vivent comme tout le monde en fait. Et eux, ils te demandent d'aller voir la messe en latin sans rien comprendre parce que c'est mieux et que ça fait traditionnel, quoi. C'est ridicule. Donc là, je trouve que leur discours, c'est une bonne balle dans le pied et c'est pas mal qu'ils le tiennent. Qui fait que je ne joue pas un rôle. D'ailleurs, contrairement à ce que certains affirment, certains disent ils jouent un rôle, etc. Non, c'est moi. Donc ça fait que, je peux le dire, je suis profondément heureux dans ma vie parce que chaque jour que Dieu fait, tout ce que je fais, je le fais parce que je suis animé avec certaines idées. Attention, personne n'est parfait. Ça ne veut pas dire que parfois je ne vais pas manger dans un fast-food ou des conneries du genre. Il ne faut pas après non plus vivre d'une façon complètement sclérosée. Mais quand même d'être, dans la mesure du possible, au maximum en cohérence avec ses idées. Comme tu l'as dit, Oui, bon. il faut savoir faire des concessions. En fait, il fait comme tout le monde, il met des costards et puis voilà quoi, il mange des fois au McDo. Il croit quoi que les gens de gauche ils mangent au McDo tous les jours, enfin. Etc. Bien entendu, sinon c'est profondément triste. Et il faut être aussi ouvert à l'expérience. Moi, je suis quelqu'un à droite qui est très au niveau des conservateurs, qui est très intéressé par l'aventure en fait. L'aventure ou même des problématiques. Typiquement, la droite se refuse à parler de sexualité ou de problématiques en lien avec la séduction. Je pense que c'est une erreur. Alors, tu en as cité, il y en a, par exemple, Léo des Philogines, mais ça reste quand même une niche. Il y a beaucoup de gens au niveau des conservateurs qui sont là en mode oula, on ne va pas parler de ces sujets parce que c'est pas sérieux, c'est trivial. Non, je pense que c'est une erreur, il faut en parler parce que si on rencontre pas un ou une partenaire, il n'y a pas de descendance, il n'y a pas de famille, donc non, il faut en parler. Donc si tu veux, il faut être ouvert sur tout un tas de sujets, il faut être à l'écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, même si on n'est pas d'accord, et c'est comme ça qu'après on avance en tant qu'individu. Mais par contre, je crois que oui, si tu as des idées et que tu fais l'inverse de ces idées, il y a une dissonance et qu'au bout d'un moment, tu ne sais pas où tu campes, comme on disait tout à l'heure l'expression. Donc ça ne veut pas dire qu'à petit niveau, il n'y a pas des arrangements, même si tu es en... C'est bluffant quand on y pense, parce qu'en fait, toute la bourgeoisie qui était un peu centriste, un peu soit centre-droit, soit centre-gauche, qui était beaucoup dans le développement personnel, elle est en train de se radicaliser et devenir de plus en plus de droite. Et à ce moment-là, on a des types comme ça, ou comme Thaïs Descuffon et ses vidéos un peu d'horoscope, là, d'astrologie, mais qui proposent ce contenu développement personnel. Et on voit la continuité qu'il y a entre le bullshit développement personnel américanisé et l'extrême droite. C'est un continuum en fait. Le mec qui regarde du développement personnel et puis qui va à la Biocop en pensant sauver le monde, et ben si ça se trouve, 5 ans après, il se retrouve à regarder du Thaïs Descuffon qui lui dit des choses, et qui parfois d'ailleurs sont basées sur les mêmes bases épistémologiques, c'est-à-dire la nature, parce que dans l'écologie de centre-gauche, dans l'écologie un peu bobo, il y a souvent la nature qui est mise comme une valeur, il faudrait ne pas détruire la planète, ce qui est débile. Je veux dire, quand on est écologiste,
on l'est par humanisme, c'est-à-dire qu'on pense qu'il ne faut pas détruire la planète, c'est que ça devienne, comment ça s'appelle, invivable pour l'homme. Moi, je m'en fous de détruire la planète si c'était parfait pour l'homme et puis qu'on pouvait vivre de bonne manière. Le problème de détruire la planète, c'est que ça détruit aussi les conditions de possibilité de vie de l'homme. Mais la planète, elle n'a pas de conscience. C'est une espèce de gros rocher chaud à l'intérieur et en fusion, et puis avec des choses dessus, de la vie. Mais je veux dire, si la planète, elle était totalement pétée, l'univers s'en foutrait. Elle n'a pas de conscience, la planète. Donc, il y a un discours écolo qui est un discours écolo humaniste, qui est pour mettre en avant le rapport de l'homme et de la nature, mais toujours en gardant conscience que le but, c'est plutôt un but qui est pour l'homme, quoi. Et puis il y a le discours un peu débile, naturaliste, qui met en avant juste la nature, et puis qui dit qu'en gros, l'homme, rien qu'en vivant, il pollue, et puis du coup, il faut pas faire d'enfants, parce que faire des enfants, c'est polluer, mais ces gens-là, tu as envie de leur dire, si tu veux pas polluer, vas-y, suscite-toi, et puis on verra, tu pollueras plus, la planète, tu lui feras plus de mal. Quel est l'intérêt de ne pas faire de mal à la planète, quoi? Le but, c'est quand même que les êtres humains soient heureux avant tout, quand même. La droite, c'est pareil, elle se base sur des discours mettant toujours la nature en avant. Thaïs Descuffon, on l'a vu tout à l'heure, elle mettait la nature en avant en tant qu'archétype, en tant que la femme c'est comme ça, l'homme c'est comme ça. Et lui c'est pareil, sa vision conservatrice, traditionnaliste, pense qu'il y a des grandes formes essentielles, naturelles, qu'il faut conserver et qu'il y a une décadence qui empêche et qui est en train de casser en fait ces formes naturelles. Donc il y a une continuité entre ce centre-gauche et cette droite, voire cette extrême droite, et on le voit là-dedans, quoi. Ces vidéos, c'est un continuum, quoi. C'est que du sociétal, que du développement personnel, basé beaucoup sur la nature, sur l'individu, de droite au centre-gauche, quoi. En famille ou en tant qu'ami, si par exemple tu es personnellement contre les fast-foods, mais que tu es obligé parce que les circonstances font, tu y vas et tu fermes ta quoi, parce que... Il y en a qui disent les autres animaux sont aussi conscients. Oui, c'est vrai qu'il y a des consciences chez les autres animaux. Mais est-ce que notre but, c'est de mettre en avant les chiens, par exemple, et de faire en sorte que la planète soit vivable pour les chiens? Oui, parce que les chiens, on les aime bien, parce qu'on a un rapport à cet animal, mais je veux dire, c'est pas pour les chiens qu'on le fait, c'est avant tout pour l'humanité. Moi, je préfère que tous les hommes vivent bien plutôt que tous les chiens vivent bien, si vous voulez. Et je préfère que tous les hommes vivent bien plutôt que la planète, en tant que rocher qui tourne autour d'une étoile, elle soit bien. Ce discours qui est un peu de mère nature, il ne faut pas détruire la nature, il est ambigu quand même. Il peut être progressiste, il peut être réactionnaire. Tu es soumis au groupe, sinon, mais c'est tout. Donc, faut pas être après vieux jeu et rabat-joie non plus. Mais il faut être en cohérence avec ses idées. Bon, du coup, la question qu'il posait, est-ce difficile d'assumer être de droite? On l'a vu, oui, il était en sueur tout du long. Mais des fois, il tiquait un peu, donc il disait qu'il était d'extrême droite, donc c'est un peu dommage quand même. Entièrement d'accord. Par exemple, Rushdie, dans une conférence, a dit qu'il fallait prouver que c'était normal d'être de droite et que c'est dans notre nature. Mais oui, c'est toujours ça, c'est un renvoi à la nature. Et d'ailleurs, c'est ce dont parle Kluskar.